Bonjour et bienvenue à la table des économistes. Comment partager éthiquement les ressources dont nous disposons avec nos enfants et nos petits-enfants? Aujourd'hui, je vais vous parler des ressources épuisables et des solidarités entre générations. L'utilisation des ressources épuisables est au cœur de bien de préoccupations dont nous entendons parler dans les journaux, dans la presse. Et en général, c'est parce que les ressources épuisables sont aussi des ressources polluantes. Leur emploi est problématique à cause de l'impact qu'il a sur l'environnement. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre problème qui n'est pas lié à la pollution. C'est que bien de ces ressources, justement épuisables, comme par exemple des métaux, le cuivre, l'argent, l'or, le zinc, l'étain, il y en a bien d'autres qui sont moins connus mais tout aussi utiles, sont disponibles dans une quantité limitée. On peut recycler, on peut réutiliser et de cette façon, quelque part, ralentir leur épuisement. Mais on ne peut pas empêcher cet épuisement. Donc, quelque part, se servir de ces matières implique nécessairement que les générations qui viendront après nous n'en auront plus. C'est aussi simple que cela, en fait. Si la quantité disponible est limitée, tout usage épuise la ressource. Et à un moment donné, on arrive à plus en avoir. Utiliser de telles ressources revient donc à un choix éthique. Soit nous préférons que ce soit nous, soit nous préférons que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants ou le petits-enfants qui ont droit à cette ressource. Nous pouvons par contre décider d'un rythme de consommation. Bien sûr, plus le rythme est lent, plus il y aura des générations après la nôtre qui vont continuer à pouvoir bénéficier de la ressource. Mais peu importe le rythme, à un moment donné, la ressource sera épuisée. Donc, évidemment, si le rythme est rapide, ça va arriver vite. Si le rythme est lent, il y en aura pour plus longtemps. Et donc, quelque part, ce rythme d'exploitation implique à quel point on est solidaire avec un certain nombre de générations futures. La question que je vais poser aujourd'hui est celle-ci. Est-ce qu'il y a une vitesse qu'on peut considérer comme équitable d'épuisement d'une ressource? Donc, de quelle façon il est possible de décider d'un taux d'exploitation qui répartit les ressources justement d'une façon équitable entre nous et les gens qui viendront après nous? Le paradoxe est bien sûr que n'importe quel taux, on vient de le dire, épuise la ressource et donc les générations futures en auront plus de tout. En revanche, si nous décidons de ne rien faire, de ne rien exploiter, de laisser la ressource là où elle se trouve, dans une mine d'habitude, pour la génération suivante, cette génération aura le même problème que nous sommes en train de nous poser et se confrontera au même paradoxe. Soit elle exploite la ressource et empêche les générations qui viennent encore plus tard d'en avoir, soit elle n'exploite pas la ressource et la repousse, même problématique encore, sur la génération suivante. Une réponse à cette question d'une exploitation optimale a été donnée en 1931 par Harold Hotelling. Hotelling fit le constat suivant: une ressource inutilisée qui gît dans une mine reste à jamais où elle se trouve et sa valeur ne change pas. En revanche, une ressource que l'on extrait de la mine acquiert immédiatement une valeur monétaire. On peut la vendre. Cette valeur croît dans le temps. En effet, on peut empocher l'argent de la vente et l'investir, ou tout simplement le déposer à la banque, et la banque nous verse un taux d'intérêt sur le capital. La somme d'argent, donc, augmente dans les temps. Vous voyez bien qu'est-ce qu'un taux d'intérêt, c'est la vitesse à laquelle un capital grandit. Donc, la banque donne de l'argent proportionnellement à ce qui a été investi. Dans ce sens-là, Hotelling apporte un éclairage intéressant sur la question de l'usage optimal d'une ressource, parce que son idée permet de comparer la valeur de la ressource maintenant avec la valeur que cette ressource aura dans 10, dans 20, dans 100 ans.
Son raisonnement est le suivant: si je dois comparer la valeur d'un kilogramme de cuivre dans 20 ans avec la valeur que ce même kilogramme de cuivre a actuellement, je dois pour le moins accorder à la valeur qu'il aura dans 20 ans une petite différence inférieure à celle qu'il a maintenant, liée au fait que si j'extrais maintenant, je vends et je mets l'argent à la banque, dans 20 ans, je touche des intérêts. Ces intérêts peuvent être laissés en héritage aux générations futures, sous la forme d'investissement, et représentent donc un gain qui dure à travers le temps. Il est donc possible de comparer la valeur d'une ressource maintenant avec celle de la même ressource dans le futur, en faisant diminuer la valeur de cette ressource à travers le temps à une vitesse qui est quelque part opposée à celle de la croissance par le taux d'intérêt. Cette diminution de la valeur d'une ressource s'appelle un taux d'escompte. Une première question qui vient à l'esprit est la suivante: pourquoi on n'extrait pas tout ce que l'on peut et on investit les capitaux? C'est-à-dire pourquoi on ne sortirait pas, par exemple, tous les cuivres qui existent dans les mines du monde, on les vend, on stocke l'argent à la banque et on laisse un héritage aux générations futures l'argent qui est dégagé par l'intérêt. La réponse, c'est que le prix d'une ressource n'est pas une valeur immuable dans le temps. Il dépend de la quantité des ressources qui circulent à un moment donné. Donc si je vide les mines de cuivre et je vends tout, le prix du cuivre va s'effondrer. La quantité d'argent que je peux dégager n'est pas aussi élevée qu'on pourrait obtenir si l'extraction était un peu plus douce, un peu plus raisonnable. Et les calculs que Hotelling fait d'un taux optimal, bien sûr, prennent en compte ce phénomène-là. Grâce à des mathématiques qui sont assez sophistiquées, Hotelling obtient un taux optimal d'extraction d'une ressource lorsque l'on connaît la quantité totale des ressources qui existent. Ce taux optimal est à regarder comme une limite. On peut imaginer des raisons d'être plus parcimonieux et d'épuiser moins vite que la valeur que Hotelling calcule. C'est d'aller plus vite qui n'est pas raisonnable parce que ça mène à du gaspillage. Le taux d'intérêt donc donne une sorte de vitesse à ne pas dépasser, qui est une indication de ne faut pas aller plus vite que ça dans l'épuisement de la ressource. Ce taux d'exploitation optimale ne dépend pas seulement de la quantité totale des ressources disponibles, mais aussi du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est grand, plus c'est intéressant d'investir, et donc plus on aura avantage à extraire vite, parce que le capital dégagé par la vente est important. Au contraire, des taux d'intérêt faibles encouragent un usage plus parcimonieux. Et Hotelling, en 31, analyse deux cas. Un premier cas où il fixe une valeur du taux d'intérêt et ensuite il regarde qu'est-ce qui se passe si on fait exploiter la mine par un entrepreneur privé. Et un deuxième cas où c'est l'État qui contrôle la ressource. Le but de l'entrepreneur privé, dans le premier cas, bien sûr, c'est d'encasser un maximum d'argent, alors que celui de l'État, qui est notre deuxième cas, et pour le moins devrait être de maximiser le bien-être des gens. Hotelling modélise donc deux cas par des instruments mathématiques différents. Notamment, un entrepreneur privé épuise la ressource plus lentement que le pouvoir public. Il semblerait donc que son objectif égoïste de maximiser les profits soit moins gourmand en ressources que celui d'un État bienveillant dont l'objectif est de maximiser le bien-être social. Ces résultats ne devaient pas plaire à Hotelling, qui avait des idées plutôt de gauche et qui détestait notamment les grands monopolaires de son temps. Quelque part, il est en train de s'apercevoir qu'une gestion privée des ressources épuisables semble avoir un plus grand respect de l'environnement, un plus grand respect de la ressource qu'une gestion publique. Cependant, Hotelling s'aperçoit aussi d'un fait intéressant. On peut taxer l'entrepreneur privé, et si on les taxe avec une certaine proportionnalité au kilogramme de ressources extraites, donc pas aux bénéfices qu'il dégage, mais au kilogramme des ressources extraites,
il va épuiser considérablement moins vite la ressource. Et cette taxe a trois propriétés intéressantes. Elle ralentit l'épuisement de la ressource. Elle dégage de l'argent qui finit dans les poches de l'État et donc qui permet toute une série de services à la population. Et en plus, elle finit par baisser les prix auxquels le monopoleur va vendre la ressource. En fait, c'est une taxe qui finit par être à peu près équivalente du point de vue de l'entrepreneur à un changement dans le taux d'intérêt. Le résultat est quelque part très encourageant, justement parce qu'il permet de voir que, oui, un entrepreneur privé épuise la ressource moins vite que l'État, mais en plus, un entrepreneur privé sagement taxé l'épuise encore moins vite. Cependant, Hotelling, après la publication de son article en 31, continue à chercher à améliorer encore son modèle. Et avec le temps, il s'aperçoit d'un autre problème. Le taux d'intérêt, qui, on l'avait vu tout à l'heure, est un peu le critère par rapport auquel se décide la vitesse d'épuisement, est la conséquence des choix publics que l'État décide de faire. Et donc, il peut être manipulé par l'État, quelque part. Donc, les taux d'intérêt ne tombent pas du ciel, c'est un choix lié à des politiques publiques. Et ce choix a une conséquence sur la vitesse d'épuisement des ressources. Des politiques avisées impliquent donc, par les choix d'un taux d'intérêt optimal, une diverse générosité envers les générations qui viennent après nous, donc envers nos enfants, envers nos petits-enfants, et une balance entre ce qui est pour nous et ce qui ira aux générations suivantes. Pour le dire avec les mots de Hotelling, la question éthique demeure sans réponse. Quel taux d'intérêt devrait appliquer un État sage et bienveillant? Cette réponse reste ouverte à la réflexion et j'en termine donc ici. Merci et à la prochaine occasion à la table des économistes.